Depuis l'ouverture du Centre national de référence de la drépanocytose, aucun décès n'a été enregistré. Ce sont vos propos. Nous sommes là en 2020 et précisément le 17 juin, lors d'un entretien que vous accordiez à un média de la place. À titre de rappel, professeur Alexis Elira de Kekas, vous êtes hématologue, spécialiste en médecine interne et surtout directeur général de ce Centre national de référence de la drépanocytose, Antoinette Sassou Nguesso, mise en fonction en 2017. 5 ans après, nous sommes en 2022 et le 19 juin dernier, c'était la journée dédiée à la lutte contre cette maladie. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce que vous restez toujours sur ces propos de 2020? Bon, merci monsieur le journaliste. D'abord, pour introduction, je dois dire que nous devons louer sans baratin l'apport de madame Antoinette Sassou Nguesso qui a contribué à ce que ce centre existe. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans l'ombre. C'était une lutte. Une lutte parce que cette dame a été humble et modeste. Elle a sollicité les contributions scientifiques du Congo ou d'ailleurs pour voir est-ce qu'il y avait un intérêt ou pas de construire un centre de la drépanocytose. Et moi, votre humble serviteur, je me suis plié en 10 pour convaincre l'intérêt de ce centre. Mais je dois vous dire, dans l'ombre, ce fut dur. Mais le centre est là et d'aucuns pensaient qu'il fallait le mettre ailleurs. D'aucuns pensaient qu'il fallait le mettre dans la cité quelque part. Et c'est moi qui ai dit, un centre de référence à la drépanocytose, c'est un centre de recherche, de diagnostic et de traitement. Je prends un exemple simple. Si je prends ce centre, je le mets dans le laboratoire national ou à côté. Est-ce que le laboratoire national a une structure de niveau supérieur au cas où un enfant vient, il décompense pour qu'on puisse l'assurer une prise en charge en continuité? Ou alors, si l'enfant vient grave, il faut alors le retransporter dans une ambulance pour l'amener vers un hôpital. Donc, géographiquement, je crois que certains collègues qui ont émis ces hypothèses n'ont pas vu le genre de centres qui sont en France. Les centres en France, en Grande-Bretagne, sont dans les hôpitaux. Parce qu'il y a un problème, ce qu'on appelle l'intégration des soins. Et je crois que cette réflexion a abouti à la validation des propositions qu'on avait faites pour que le centre soit ici. On peut dire que c'est une bataille gagnée. Et grâce à Dieu, oui, grâce à l'apport de cette dame, elle a fait de la pression pour que le gouvernement puisse trouver des moyens de mettre ce centre ici. Et ce centre a été construit. Maintenant, il est là, le reste est le passé. Ce n'est plus le moment de venir trier l'histoire, mais cette histoire est importante à rappeler pour répondre à votre question. Si depuis 2017, 2016, la phase expérimentale, nous avons eu peu de décès, mais c'est parce que ce centre est installé dans un hôpital de référence qu'on appelle le CHU de Brazzaville. S'il n'y avait pas ces accommodations, ça aurait été difficile. Depuis 2020, malheureusement, je peux dire les chiffres ont changé. Nous avons malheureusement déploré 5 décès. Et parmi ces décès, voilà, 5 décès. C'est déplorable. Parmi ces décès, je peux vous aller dans les détails. Nous avons un compatriote qui provenait d'Oyo, qui avait une infection liée au Covid-19, avec une forme respiratoire. Vous savez, le drépanocytaire, lorsque la comorbidité de drépanocytose totale et Covid s'associent, c'est très mortel. Donc le patient est venu avec une insuffisance respiratoire aiguë. Il fallait carrément le transférer en réanimation. Et malheureusement, il est décédé. Et les autres cas de décès qu'on a eus, ce sont des cas qui pouvaient être évitables. Dans 2 cas, ce sont des malades drépanocytaires qui ne sont pas suivis. La négligence. Oui, qui ont eu ce qu'on appelle des complications des reins, complications rénales, qui sont passées en ce qu'on appelle en insuffisance rénale chronique. Ils sont arrivés gonflés, avec anémie sévère, ne pissaient pas. Vous savez, ici, au Congo, au CHU, il n'y a pas de centre de dialyse. L'indication de dialyse est posée. Même si on prend les patients, on transfère les patients en néphrologie, si le patient ne peut pas faire la dialyse, le patient décède. Et les 2 derniers cas que nous avons eus,
C'est dommage et c'est regrettable. Ce sont des enfants qui ont des tableaux d'anémie sévères, qui sont arrivés en retard dans le coma. Et dans nos conditions d'exercice, nous sommes battus pour faire qu'on puisse sauver ces patients. Malheureusement, on n'a pas pu les sauver. Voilà les décès détaillés. C'est pour vous dire que si nous avons reçu depuis 2016-2017 plus de 32 000 admissions, et parmi les 32 000 admissions, on a reçu plus de 27 000 urgences, et que si on n'a que 4 décès, ce sont quand même des décès. Si vous comparez cette mortalité ailleurs, ça veut dire que des efforts importants ont été faits. On a pu sauver des patients dans des situations dramatiques. Est-ce qu'on peut avoir une estimation, professeur, des personnes victimes de cette maladie dans notre pays? Dans la société, nous avons fait des publications internationales actuellement, dans la revue Anemia, qui est une revue publiée en anglais, et dans une autre revue qu'on appelle le Journal of Neonatal Disease, c'est-à-dire pour les nouveau-nés. Ce sont des publications internationales qui sont sur Internet, qui sont sur des réseaux internationaux, des revues de grande importance. Pour une première fois, nous avons fait des études ici, où nous sommes allés pour aller prélever tous les bébés vivants qui sont nés le premier jour de naissance dans tous les départements du pays. Et ces prélèvements ont été assemblés, amenés ici au centre de la drépanocytose et ont été techniqués sur place. Parce que les études qui ont été faites avant 90 et autres, les gens venaient faire des échantillons, ils prenaient pour amener soit à Marseille, soit en France pour rendre des résultats. Mais pour une fois, grâce à la volonté politique des autorités, nous avons pu disposer d'un automate que nous avons payé sur nos propres recettes. C'est un automate dont le coût il dépasse près de 37 millions de francs CFA. Nous avons payé cet automate en HPLC que nous avons installé et on a formé. Et c'est grâce à ça qu'on a les nouvelles statistiques de la drépanocytose. Pour vous dire que les drépanocytoses, il y a 2 formes. Il y a la forme totale que le patient connaît, qu'on appelle la forme homozygote, scientifiquement, et la forme partielle, qu'on appelle la forme hétérozygote. Que donnent ces résultats? Chez le nouveau-né, entre 1,8 et 2% d'enfants naissent avec la forme totale. Par rapport à ces statistiques. La répartition est diverse. Si vous partez dans la Likwala, c'est 1,1% d'enfants qui naissent avec ça. Si vous prenez la Bouenza et le Nyari, surtout de 3%. Et que vous prenez Brazzaville, qui est la capitale qui assemble tout, surtout de 1,80%. Donc la moyenne, elle est là, de dire qu'il y a des formes de drépanocytose totale ici, suite à cette étude. Maintenant, pour les formes qu'on appelle partielles ou hétérozygotes, il faut noter que un Congolais sur 4 porte le trait drépanocytaire, le trait qu'on appelle le trait S. Et ce trait drépanocytaire, quand il le porte, ça veut dire qu'il peut le donner dans la descendance. Et il faut noter ce qui est nouveau, qui n'avait pas été décrit avant. C'est un peu scientifique, ce sont des termes qu'on appelle composites. Composite, ça veut dire que puisque nos frères et nos sœurs commencent à se marier avec des étrangers, les étrangers amènent des gènes anormaux qui sont un peu similaires à la drépanocytose, mais qui ont d'autres noms. Donc ces formes composites font qu'on a une population de près de 0,5% d'enfants qui naissent avec les formes composites de la maladie. Des formes qui prennent le trait de drépanocytose et le trait d'une forme, entre guillemets, qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest, au niveau du plateau voltaïque, des formes qu'on peut trouver en péninsule arabique, notamment chez la population libanaise et divers, indienne. Vous savez bien que le mixage existe et ce mixage va permettre peut-être un métissage futur de la drépanocytose au Congo, ce qui va nous permettre d'adapter nos politiques dans le cadre de la prise en charge de ces maladies. Donc, il faut noter qu'un Congolais sur 4 porte le trait S et 2 enfants sur 100 naissent avec la forme totale de la maladie. Et pour connaître le statut, il faut faire cet examen par électrophorèse d'hémoglobine qu'on fait depuis la période néonatale, donc le bébé naît le premier jour on connaît, ou alors à la période postnatale par des techniques que nous avons sur place. Est-ce que la drépanocytose est une maladie typiquement africaine? Le premier foyer le plus important,
c'est le foyer africain. Il s'étend depuis le Sénégal là-bas jusqu'à l'Éthiopie en ligne et descend de la barrière de l'Angola, descend jusqu'en Tanzanie. On appelle la ceinture cyclémique de la maladie. C'est le premier foyer primitif. Le deuxième foyer primitif, c'est la péninsule arabique. Je vous ai dit tout à l'heure, des pays du Moyen-Orient, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, comme le Yémen, ils portent le trait de drépanocytaire. Le troisième foyer primitif, c'est le sud-est asiatique, qui est représenté par des pays comme l'Inde, le Pakistan et tous les autres pays avoisinants. Là-bas, c'est la forme primitive de la maladie. Et en plus d'un petit foyer qu'on appelle accessoire, qui est situé autour de la région des Balkans. Ça prend un peu le sud d'Italie, ça prend la partie de Malte, ça prend la partie des pays des Balkans. Et là-bas, on trouve ces formes primitives. Mais en dehors de ces foyers primitifs, il y a des foyers qu'on appelle des migrations. Parce qu'on a fait partir les gens de ces foyers primitifs vers ailleurs. Bon, nos ancêtres sont partis à titre d'esclavage dans la partie de l'Amérique du Sud, sont partis en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et les migrations, les mouvements de population font qu'on a des compatriotes qui sont partis en Europe, qui sont partis en Australie. Et à partir de là, on s'en sert là-bas donc des formes de drépanocytose parce que ça s'appelle les foyers d'émigration. Donc, principalement, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans tout ça, il y aura des termes scientifiques un peu compliqués parce que quand on prend dans certaines de ces formes, il y a ce qu'on appelle des haplotypes différents. Haplotypes, ça veut dire que ce sont des éléments génétiques qui permettent de caractériser certaines formes de drépanocytose qui ne sont pas identiques. Si vous prenez le Congo, le Gabon, la RDC, la partie qui est proche du fleuve, parce qu'en Afrique, la RDC, le l'Est, là-bas, ce n'est pas la même chose. Cette partie ici, on appelle ça l'haplotype bantou, qui est étendu jusqu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Cet haplotype est très méchant. C'est la forme d'haplotype la plus sévère. Et en plus, vous avez ce qu'on appelle l'haplotype bénin. Pas à cause du nom du Bénin, c'est à cause du Bénin nigérien. Donc à partir de là, cet haplotype a également un type différent. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'haplotype Sénégal. C'est l'haplotype de ceux qui sont des peuls et divers dans les pays qui avoisinent ces zones. Et puis après, un haplotype intermédiaire qui est entre la forme bantou et la forme Sénégal-Bénin qu'on appelle l'haplotype Cameroun. Ce n'est pas à cause du nom Cameroun, c'est parce qu'on a qualifié ces haplotypes. Donc voyez-vous, il y a une diversité génétique de ces maladies qui fait que nous les scientifiques, quand on reçoit le patient, on doit savoir le classer, dans quelle entité il est, pour mieux planifier sa prise en charge. Et l'intérêt de ce centre, justement? Le centre est important parce que l'idée du centre, c'est un centre sous-régional qui devait être un centre qui devait coordonner les données épidémiologiques, la recherche et la formation pour toute l'Afrique centrale. C'est ça l'idée qui était adoptée. Nous, on était dans des discussions avec les collègues et divers. Mais vous connaissez le problème de souveraineté en Afrique, où on veut saucissonner, chacun veut avoir son morceau. C'est difficile. Donc, il est maintenant pour nous, de notre compétence, de faire que ce centre soit réellement un fonds de référence pour la sous-région. On doit s'imposer sur ça. Parce que pour l'instant, à notre connaissance, même si certains pays, c'est leur droit, on dit qu'ils vont mettre des centres de drépanocytose, mais c'est d'abord celui-ci qui est précurseur. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir des longs bras et nous devons être tendres et humbles vis-à-vis des autres pour faire que les autres participent ensemble avec nous à la documentation épidémiologique de la maladie et à faire de telle sorte que nous ayons des centres de formation. On a déjà ici la formation des diplômes spécialisés en hématologie au centre et que nous avons des éléments performants, que nous avons des projets importants pour faire que réellement, que les autres pays puissent faire qu'on s'assemble pour qu'on puisse rendre de ce centre un véritable pôle pour l'Afrique centrale dans la lutte contre la drépanocytose. Et je ne m'enorgueillis pas pour dire que, sauf erreur de ma part, il faut vérifier. Ce centre, pour l'instant, sur le plan infrastructure et sur le plan dispositif, est le centre le plus important en Afrique. Wow. D'accord. Parce que pour les 342 000 km² qui constituent notre pays, et pour les plus ou moins 5 millions ou 6 millions d'habitants du Congo, ce centre est suffisant? Ou est-ce qu'il faudra créer des centres annexes un peu partout
Ici, c'est un centre spécialisé de soins pour la drépanocytose. Vous savez, moi, j'étais directeur général de la santé, je peux vous dire que on avait l'idée de créer un centre qu'on appelle un institut de cardiologie, pour lequel on devait rassembler tous les gens ou les enfants qui ont des maladies cardiaques et même les opérer. Vous avez l'idée, par exemple, le centre Mère-Enfant Blanche-Gomez. L'hôpital Blanche-Gomez, c'est un hôpital mère-enfant, donc c'est un hôpital spécialisé pour les soins de la mère et de l'enfant. Ça, c'est des centres. Et comme à côté, le projet raté, j'espère qu'on va le rattraper, d'un centre de traitement de l'insuffisance rénale qui devait faire le traitement des dialyses. C'est au même titre que notre centre. Et dans la politique sanitaire, les centres spécialisés constituent des appuis au système de santé. Or, le système de santé, il est constitué des institutions, il est constitué des hôpitaux généraux, il est constitué des directions diverses. Ça veut dire que le centre de la drépanocytose, il ne peut pas prendre en charge tous les patients drépanocytaires du Congo. C'est impossible, c'est illusoire. Le centre de la drépanocytose coordonne, oriente, recherche et forme des gens pour que les gens aillent vers des formes secondaires pour s'occuper des patients drépanocytaires. Et ça, c'est la politique du ministère de la Santé. Dans le ministère de la Santé, en son sein, à la direction générale des soins et services de santé, à une direction qu'on appelle la direction de la lutte contre la maladie. Cette direction de la lutte contre la maladie doit avoir un programme de lutte contre la drépanocytose. Comme il y a un programme de lutte contre le cancer, comme il y a un programme de lutte contre le paludisme. Donc c'est ce programme qui doit élaborer les bases d'un programme national de lutte contre la drépanocytose, qui inclut des activités préventives et des activités de soins. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons comme rôle? Puisque nous sommes un centre spécialisé, nous apportons la matière grise à ce programme pour qu'il puisse faire que, au niveau de toute la République, ça se fasse. Je crois que le concept de dire qu'on va mettre un centre de la drépanocytose secondaire à Kinkala, un centre de drépanocytose Kinkala à Infondo, ce n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. Ces structures sanitaires, qu'on appelle ces districts, ont en leur sein des hôpitaux de référence. Il faudra que dans les hôpitaux de référence, ils installent ce qu'on appelle des unités de diagnostic et de prise en charge de la drépanocytose. Une unité de soins peut être constatée, on met un médecin à la tête, on met 2 infirmières, on met un technicien de laboratoire ou 2, on met une assistance ou une monitrice sociale et on met un psychologue par hôpital. De telle sorte qu'ils s'organisent à créer une unité de dépistage et de prise en charge de la drépanocytose. Nous, quel est notre rôle? Quand ce programme fonctionne bien, il demande au centre de la drépanocytose, qui est expert, de contribuer à la formation de ces unités et à leur mise en place technique pour que ces unités soient capables, en leur sein, de dépister. S'ils ne peuvent pas dépister, faire des analyses sur place, ne fût-ce que prélever les gens qui viennent se présenter à eux et envoyer les échantillons chez nous et nous donnons les éléments diagnostiques qu'on leur rend. Maintenant, quand un enfant drépanocytaire qui a épénal là-bas est malade, il ne va pas venir à Brazzaville. Il faudrait qu'il aille au niveau de cette unité de prise en charge départementale. On le transfère d'épénal par moto, par véhicule, il arrive, théoriquement c'est par ambulance qu'il faut transporter légalement, il arrive au niveau de l'unité et l'unité a une dizaine de lits. Et l'unité fait des examens et l'unité traite par rapport aux directives thérapeutiques que nous leur donnons. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Est-ce qu'au CHU, il y a aussi une unité de lutte contre comme ce que vous avez expliqué? Sur le plan historique, c'est tout à fait normal. Le CHU a un service de pédiatrie. Le CHU a un service de chirurgie. Le CHU a des services de médecine interne. Si un patient drépanocytaire, enfant, il arrive en pédiatrie pour anémie, nos collègues qui sont là-bas pédiatres parce que c'est un enfant, ont reçu de nous ou dans leur formation des acquis pour prendre en charge cet enfant. Donc par conséquent, ils doivent être capables d'assurer des soins promotionnels, des soins préventifs, des soins curatifs et des soins réadaptationnels
à 7 enfants drépanocytaires qu'ils ont reçus là-bas. Si je prends un enfant drépanocytaire qui est suivi au centre de la drépanocytose, dans ce centre ici, il y a des pédiatres, il y a des gynécologues, il y a des internistes comme nous qui s'occupent des consultations des malades drépanocytaires. Si l'enfant drépanocytaire a un problème osseux qui nécessite qu'il faut opérer, un problème abdominal qu'il faut opérer, mais notre centre n'a pas de bloc opératoire, nous devons l'envoyer vers le service d'orthopédie ou le service de chirurgie du CHU pour que le service du CHU assure les soins complémentaires de cet enfant. Et quand ils finiront, la drépanocytose n'est pas finie. L'enfant reviendra chez nous pour suivre le programme de son suivi, excusez-moi de me répéter, pour que sa vie soit correcte. Donc vous avez compris que le centre de la drépanocytose n'a pas le monopole de la prise en charge des patients drépanocytaires. Quand un patient drépanocytaire vient, il a fait un AVC. Un enfant fait un AVC. Il est dépisté en pédiatrie. Les pédiatres prennent en charge l'AVC. Ou alors les neurologues contribuent à la prise en charge de l'AVC. Ils travaillent en collaboration avec nous par proximité. Ou s'ils sont loin, ils nous demandent à nous. S'il est à Wando là-bas, professeur, nous avons reçu tel patient qui est ça, on nous décrit le profil, on échange ici par voie électronique et on leur dit ce qu'il faut faire pour cet enfant. Et à partir de là, quand l'enfant, ils ont besoin éventuellement d'un avis de proximité qui soit réel. À partir de là, ils peuvent transférer l'enfant chez nous, nous donnons un avis, mais c'est eux qui doivent suivre cet enfant drépanocytaire. Parce que, voyez-vous, le centre a déjà plus de 32 000 enfants suivis. Nous suivons des enfants ici sur place. Nous faisons des consultations déplacées à Pointe-Noire tous les fins de mois. Tous les fins de mois. Où nous avons à nos consultations entre 74 et 100 enfants drépanocytaires à consulter régulièrement. Parce qu'il faut les suivre régulièrement, ces enfants. Mais ça ne veut pas dire que Pointe-Noire n'a pas de compétences. À l'hôpital général à Cissé, à l'hôpital général de Louangili, il y a bien des compétences là-bas et l'hôpital des armées qui suivent les patients drépanocytaires. Mais certains sont dans le pool qu'il y a. Et quand nous arrivons là-bas, nous collaborons avec eux pour améliorer la prise en charge des enfants drépanocytaires. Et il doit en être ainsi, de telle sorte que, dans notre pays, par rapport aux chiffres, si nous extrapolons, chers frères, si nous prenons que 2 enfants sur 100 naissent avec la drépanocytose, si nous prenons sur ces 2 enfants, un a franchi l'âge de 5 ans, on trouve avec un enfant sur 100 qui est drépanocytaire. Sur 1000, ça nous extrapole à 10 enfants pour 1000. Sur 10 000, ça donne à 200 enfants sur 10 000. Sur 100 000, vous continuez à faire. Donc ça veut dire qu'on va avoir un capital d'enfants qui soit suffisant par rapport à une population pour dire qu'au Congo, il y a plus de 40 000 enfants drépanocytaires. Mais vous n'allez pas dire que tous ces 40 000 enfants sont suivis ici. Nous faisons des constatations déconcentrées en cahier d'Olisie. Le but, c'est leur mettre, pas devant le fait accompli, leur dire que voilà des patients drépanocytaires qui doivent être suivis régulièrement à vie. Nous venons vous aider pour qu'on puisse les prendre en charge ensemble, leur donner des conseils, dépister tout et voir comment ensemble on doit gérer l'avenir de ces enfants. Donc ce sont des constatations de coaching qu'on fait avec eux pour qu'au bout d'un temps, quand ils ont certaines capacités, nous lâchons ce coaching. Il peut durer un temps qu'il y a. Et puis, bon, vous comprenez, monsieur la presse, nous sommes dans des situations de santé publique. Vous connaissez, le Congo évolue. Il y a beaucoup de problèmes qui sont extrinsèques, qui peuvent interférer. Si vous avez un collègue médecin qui est dans un département sanitaire, qui suit les enfants, si à un moment donné, il abandonne, est-ce qu'on va laisser ces enfants comme ça abandonnés? Les raisons sont multiples, vous les connaissez. Vous pouvez consulter une personne qui peut vous payer 10 000 francs, mais si cet enfant qui est pauvre ne peut pas vous payer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que nous devons garder en veille la situation, qu'il n'y ait pas de populations déshéritées qui soient laissées de côté. Et là, on était parti constater à Lukolela, à Mosaka. La situation est dramatique. Il n'y a pas de médecins dans ces localités pour l'instant. Il faudra qu'on affecte des médecins que nous devons former. Parce que si vous trouvez à Lukolela, Brazzaville, qu'un patient doit quitter pour avoir du sang qu'il a à Lukolela, Zaïre, vous voyez comment ça se passe? C'est dramatique. Donc ce sont des situations que nous devons concourir à faire que ça puisse changer. Et c'est grâce à cela que la mortalité elle est réduite. Si nous ne faisons pas cet effort, mais vous voyez,
Dans les livres, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que 3 enfants drépanocytaires sur 5 ne dépassent pas l'âge de 5 ans. Ça, c'est dans les livres. Mais nous venons d'apporter un démenti à cela pour dire que c'était des éléments qui étaient liés aux difficultés, dont je l'ai dit, de prise en charge et de rigueur.